sur cette édition donc, spéciale. Bienvenue au 20h. C'est donc très chaud avec Chantal Biya. Nous avons donc déjà les premières images de Michel Ngoti, qui est donc l'une des actrices donc, principales pour que détruire la candidature donc, de Monsieur Paul Biya. Elle s'est donc confiée à l'un de nos journalistes dans l'un des entretiens d'une chaîne donc, de télé au nom de STV. Elle a donc mis à nu donc, le RDPC et a frappé fort donc, sur Elecam. Les amis, ce studio bienvenue dans cette chaîne donc critiquée, mais madame et monsieur, nous sommes uniquement pour fournir donc du sale. Ce que vous avez donc besoin d'entendre, nous allons entendre aujourd'hui. Depuis 82 jusqu'à l'heure qu'on se réveille, Biya refuse de quitter. Alors, elle nous a donc dit quelque chose que nous allons donc découvrir dans ce studio. Si vous le voulez donc très bien, nous écoutons. Ok, c'est bon. Bon! Selon lesquels je risquais d'être à nouveau arrêtée. J'ai été arrêtée à la frontière camerounaise Indinao pour des raisons qu'on ne m'a pas expliquées. On m'a dit c'est pour votre propre sécurité et vous n'avez rien fait. Mais j'ai été détenue pendant plusieurs heures dans la nuit, déplacée vers les locaux de la direction de la surveillance du territoire, sans possibilité de communiquer, sans que personne ne sache que j'étais là et sans que mes interlocuteurs ne soient identifiables. Et puis, j'ai été relâchée aussi soudainement que j'avais été interpellée. Si vous ne comprenez pas que c'est un signal de danger... Alors, vous n'avez pas pu identifier les interlocuteurs, vous dites que vous étiez dans les locaux de la DST. Oui, parce que c'est ce que la personne qui m'emmenait là-bas m'a dit. Donc c'est ce que je peux croire, parce qu'en plus, effectivement, à Limbé, les locaux de la DST ne sont pas signalés par une plaque. D'accord. Mais ce que la personne de la police, elle, qui était officiellement de la police des frontières, qui s'était présentée, m'a dit, c'est que vous allez dans les locaux de la direction de surveillance du territoire. Donc,
Vous n'avez pas besoin d'un signal plus important. Elle ne vous a pas révélé les motifs de votre interpellation? Je vous l'ai dit. On m'a dit que c'était pour votre sécurité. Vous sortez d'où? Vous étiez avec qui vous a amené? Qui vous avez rencontré? Et puis vous en laissez partir. Il y a eu un appel téléphonique que la personne qui était en train de m'interroger a reçu à l'extérieur de la pièce. Quand il est revenu, il a dit: Maître, vous pouvez partir, je vais juste prendre les coordonnées de votre carte d'identité. Ça s'est arrêté là ou bien vous avez eu d'autres signes? Non, je n'ai pas attendu d'autres signes. J'étais partie moins d'une semaine après. Ok. Alors après, il se passe quelques années et puis j'essaye de revenir régulièrement. Je ne romps pas les attaches aussi facilement. Puis à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'ai des enfants. J'essaie de revenir, ça veut dire que... C'est-à-dire que j'essaye de revenir, de prendre l'avion pour revenir. Et puis à ce moment-là, je me rends compte que quand j'arrive, je donne mon passeport. La personne qui reprend mon passeport s'arrête, regarde l'écran et va appeler un officier. Et l'officier vérifie, me pose quelques questions, puis rentre des informations dans l'ordinateur et me dit: vous pouvez passer. Quand je ressors, même chose. Après donc que je sois sortie, parce qu'évidemment ça m'a inquiété, j'interroge et j'apprends que je suis fichée. Pourquoi est-ce que je suis fichée? Parce que j'ai quitté le territoire camerounais en violation d'une interdiction de sortie du territoire. Je trouve ça étrange. Vous n'avez jamais été notifié auparavant? Je n'ai jamais été notifié, ni auparavant, ni depuis. Mais quand même, j'ai fait une démarche auprès de la police des frontières, le commissaire adjoint de la police des frontières à Douala à l'époque, et elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas le pouvoir de retirer cette information dans le système qui datait de 2019, de janvier 2019, avant que nous soyons arrêtés, le professeur Kamto, Valsero et toute l'équipe, et les 200 autres militants du MRC et moi-même. Mais que, effectivement, voilà, l'information était... Mais que, voilà, à chaque fois, on me dit, on me laisserait passer ou on ne me laisserait pas passer en fonction des circonstances. C'est comme ça que j'ai essayé d'obtenir des informations plutôt du côté de Yaoundé, toujours non officiel, et que j'ai eu la confirmation très précise que je faisais l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, qu'on savait que j'étais en Côte d'Ivoire, mais que je l'étais en violation de cette interdiction, et que si je remettais les pieds au Cameroun, je serais arrêtée pour immigration illégale. D'accord. Voilà, le retour que j'ai eu de quelqu'un qui n'a pas souhaité se présenter, des forces de l'ordre. Je suis donc en exil. Je l'ai dénoncé à l'époque. Est-ce qu'à partir de là, j'aurais dûu me dire, ok, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, c'est bon madame, officiellement, sur autre instruction du président de la République, vous pouvez rentrer chez vous? Je ne crois pas, sinon je serais encore dehors. Et je connais des compatriotes qui sont partis comme ça dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, fin 2000, 2008, les dernières, et qui n'ont toujours pas remis les pieds au Cameroun et qui n'auront jamais une notification officielle qu'ils peuvent. Donc oui, M. Dipita Tongo, j'ai fait le choix à un moment de rentrer chez moi, en me disant advienne que pourra. Alors, et vous n'avez pas été inquiété au retour? J'ai eu la même chose. Je me suis arrêtée. Cette fois-ci, c'était même encore plus sérieux. Parce que quand on arrive de Côte d'Ivoire, on arrive au milieu de la nuit, donc vous pouvez avoir des agents des douanes qui ne sont pas toujours très bien réveillés. Le policier est venu me chercher là où on prend les bagages, en me disant qu'il y avait une erreur, il fallait que je revienne. Et je suis revenue, elle a récupéré mon passeport et elle est allée réveiller un officier. Et il y a encore eu des conciliabules avant que je ne sois autorisée à rentrer au Cameroun. Bon. Alors, avez-vous des informations pour la suite sur l'interdiction de sortie? Quelle est devenue cette procédure? A-t-elle été finalement abandonnée? Puisque manifestement, une fois au Cameroun, une fois... C'est toujours dans le système, c'est ce que je peux vous dire. Je ne sais pas à qui exactement. Alors, il faudrait que j'aille voir le directeur général de la Sûreté nationale personnellement, peut-être. Mais je peux vous dire que jusqu'à mon dernier déplacement, parce que depuis que je suis rentrée, je suis repartie périodiquement. À chaque fois, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, j'ai été
arrêté. Et il y a eu un conciliabule avec un officier du poste de police des frontières pour décider si je pouvais partir ou si je pouvais rentrer. Donc, le signalement est toujours dans le système. Et toutes les démarches que j'ai pu faire jusqu'ici pour obtenir qu'il soit retiré purement et simplement, puisqu'il n'est pas exécuté. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes signalé comme quelqu'un qui ne peut pas quitter le territoire, mais on vous dit passez. Donc, il faut être... toutes les démarches que j'ai faites, on m'a dit ça ne se décide pas à mon niveau. Vous considérez c'est comme une épée de Damoclès qui Exactement. Sur votre tête. C'est comme ça que je le vois. Merci. À tout moment, vous pouvez être... Voilà. À tout moment, on peut me dire, ah ben, finalement, cette fois-ci... C'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Exactement. C'est la fois où vous ne passerez pas. Mais cela dit, une fois dans la ville, je veux dire, dans le pays, vous vaquez à vos occupations normalement. Oui, personne ne m'a jamais interpellé en me disant, mais il est arrivé quand je discutais avec un journaliste, par exemple, j'ai le souvenir d'une journaliste de RFI, que quelqu'un s'approche de ma table et me dise bonjour maître, sans se présenter, sans me dire pourquoi il disait bonjour, sans me laisser le temps de poser de questions et il s'en aille. Donc, j'ai déjà eu comme ça des fois où j'étais assise quelque part avec un confrère et puis le confrère recevait un message et me demandait est-ce que tu as remarqué une voiture de telle marque dehors? Je dis oui, quand on est entré, il y avait une voiture de telle marque. Ok, je reçois un message qui me dit que vous êtes suivi par une voiture de telle marque depuis quelques heures. Donc oui, de temps en temps, je reçois des signaux assez clairs que je fais l'objet d'un intérêt particulier. Je ne sais pas exactement de qui. Je ne me formalise pas. Très sincèrement, je pense qu'il y a plus grave. Hein, si c'est juste de temps en temps être un petit peu... Vous ne vous sentez pas en insécurité? Je trouve que ce niveau d'insécurité est très facilement gérable. Je pense, je vais vous prendre un exemple. Si je suis le ministre de l'administration territoriale, je crois que je me sens encore beaucoup moins en sécurité que si je suis Michel Ndoki. Lui, il est obligé de faire très concrètement attention partout où il va. Il faut que quelqu'un... Ok, c'est bon. Bon! En comparaison, je pense que je suis en sécurité, oui. D'accord. Alors, revenu au Cameroun, vous ne vous êtes pas directement lancé dans la société civile, vous y êtes. Ou alors, que faites-vous dès votre retour au pays? Alors, 2023, c'est le moment où je suis exclue du MRC. D'accord. Et à ce moment-là, je commence avec ceux qui vont devenir les 4 cofondateurs avec moi du mouvement des bâtisseurs de la nation, c'est-à-dire M. Kingsley Chété, M. Joseph Essama et Mme Nathalie Yakam, le travail de réflexion sur ce que nous pouvons faire pour impulser un changement déterminant dans la destinée de ce pays. Et nous sommes d'accord sur le constat que ce n'est pas d'un manque de partis politiques ou d'esprit brillant que notre pays souffre. C'est d'un manque de société civile forte. Nous avons vu ce que cela a fait dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, ce que cela a fait au Sénégal, ce que cela a fait au Burkina, ce que cela a fait en Serbie en 2000, hein, le départ de Milosevic du pouvoir, ce que ça a fait en Espagne, le mouvement Podemos. Nous avons besoin d'une société civile forte. Nous avons besoin de citoyens qui jouent leur rôle dans la prise de décision, dans ce sens qu'ils ne sont pas dans une position de spectateur, parfois mécontents, mais dans une position d'acteur, qui disent à un moment à leurs dirigeants, ici, vous ne faites pas assez, ici, vous faites trop, ici, nous attendons que vous fassiez ceci. Donc, nous avons commencé à faire ce travail de structuration d'une organisation de la société civile et comme tout travail de structuration, ça a pris du temps. Nous avons mis en place les outils, un site internet, une vision, un mode organisationnel, etc. Et puis,
nous avons lancé officiellement les bâtisseurs de la nation le 3 septembre 2024. C'est une conférence de presse chez moi. Petit exemple de l'attention particulière dont je fais l'objet. J'organise la conférence de presse chez moi. Et puis, d'un coup d'un seul, je vois que se trouve au milieu de mon salon des éléments du commissariat, la police spéciale, commissariat spécial. Voilà, du commissariat spécial. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font au milieu de mon salon. La réponse n'est pas très convaincante, donc je leur dis de toute façon, si vous êtes venu interrompre quelque chose est déjà terminé. Alors là, c'est peut-être la DGRE. Non. Il m'a dit qu'il s'est présenté comme le commissaire spécial. Alors, je ne sais pas. Okay. Il m'a dit qu'il était le commissaire spécial quelque chose, j'ai oublié son nom. Bref, je sors et c'est pour ça que je... Il était en civil, il était en tenue? Oui, bien sûr qu'il était en civil. Sinon, il serait pas... J'aurais remarqué qu'avant qu'il arrive dans mon salon. Je veux dire, la maison est quand même assez spacieuse. Vous ne débarquez pas... C'est pas le portail, le salon. Hein. Il y a une certaine distance entre le portail et le salon. Pour revenir à ce dont on parlait, je lui dis, bon, donc si vous étiez venu pour interrompre quelque chose, c'est déjà fini. D'accord? Donc, je vous laisse disposer. Et puis, je vois qu'ils n'arrivent pas, ils sont deux. Ils n'arrivent pas à marcher très vite. Les journalistes sont en train de ramasser leurs affaires. Donc, j'insiste. Et je vais les raccompagner. Et puis, quand j'arrive au portail, il y a que du bleu. Il y a envahi toute la rue. Il y a, je ne sais pas, plusieurs dizaines de policiers en uniforme et de voitures. Donc, ce n'était pas la DGR, elle est en général un peu plus discrète. Mais voilà, on a organisé une conférence de presse, voilà comment est-ce que ça se termine. Et puis, quand j'ai réagi en disant que ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites ici, même réponse qu'auparavant, on est là pour votre sécurité. J'ai un problème de sécurité d'un coup d'un seul. Et donc, j'ai appelé tous les voisins autour de moi en disant venez, la police dit qu'elle veut nous protéger, profitez. Et là, ils ont tourné les talons, ils sont partis. D'accord. Avant peut-être de parler de cette étape de votre, j'ai failli dire, parcours, revenons un peu sur votre vie politique. Avez-vous définitivement tourné la page sur votre vie politique, votre engagement partisan? Vous étiez au MRC, vous l'avez dit. Est-ce que désormais tout ça est derrière vous? Alors, je suis contente que vous fassiez la nuance entre l'engagement politique et l'engagement partisan. Aujourd'hui, je considère que je suis engagée politiquement. L'organisation dont je coordonne les activités au Cameroun a pour objectif d'obtenir des changements politiques. C'est la politique qui nous intéresse. Maintenant, est-ce que je pense, dans un avenir prévisible, rentrer à nouveau dans un parti politique? Je vous dirais non. Ce n'est pas, je ne suis pas aujourd'hui engagée dans cette démarche parce que je considère que, je l'ai dit tout à l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour que, en tant que militante ou cadre d'un parti politique, je puisse avoir l'assurance que si j'agis, j'agirai efficacement. Sans une société civile forte, les partis politiques qui ne sont pas des complices du régime n'auront pas une marge de manœuvre suffisante pour impulser des changements. Hein, c'est mon opinion sur la base de mon expérience. Et mon expérience, c'est à la fois 2 ans dans le CPP et 7 ans, si je calcule bien, dans le MRC. Donc je trouve que mon expérience est quand même conséquente. Il faut que la dynamique, les initiatives des partis politiques qui vont se concentrer sur les moments des élections soient accompagnées par une action de la société civile claire. Qu'en dehors des temps des élections, la société civile soit présente dans le débat politique. Et c'est sur ça que je veux travailler. J'ai le sentiment aujourd'hui que c'est là que je peux apporter de la valeur ajoutée. Ça va prendre un peu de temps. C'est un temps que je suis décidée à consacrer à cette œuvre-là, jusqu'à ce que j'ai le sentiment que cette œuvre est accomplie, que nous pouvons, et pas seulement moi, et le sentiment me viendra par exemple de votre évaluation en tant que média. Quand les médias commenceront à relayer l'action de la société civile en disant « voici
comment elle s'est mobilisée. Et voilà le changement qu'elle a obtenu pour le Cameroun. Alors, je pourrais me demander, OK, maintenant, où est-ce que je pense que je peux être utile pour Est-ce ma que ce n'est pas un bon prétexte, un bon canal pour rester justement dans l'ambiance politique, dans le débat citoyen en cette période, on le sait, électorale? J'ai envie de vous dire oui et non. Alors, non, je ne fais pas ça en me disant, ben, comme ça, je vais pouvoir rester au top de l'actualité. Ce n'est pas mon objectif. Mais j'ai envie de vous dire oui, parce que fondamentalement, en tant que citoyenne, si je suis cohérente, je veux être, en tant que membre de la société civile, au cœur du débat politique. Donc, il n'y a pas de honte à vouloir garder l'attention de nos dirigeants politiques, des médias, etc. Dans ce cadre-là, 2025 est un moment extrêmement important de la vie camerounaise, de l'histoire du Cameroun, espérons-le. Après 2018, il faut que nous allions plus loin. En tant que communauté, en tant que nation, nous devons progresser en 2025. Et les forces politiques classiques, c'est-à-dire au sens de politique partisane en présence, ne nous donnent pas le sentiment que, pour reprendre l'expression d'un compatriote, elle maîtrise. Okay. Donc il faut bien que quelqu'un d'autre maîtrise. Et comme c'est à nous, c'est sur nous que les conséquences tombent quand les choses ne sont pas maîtrisées, je crois qu'il faut encourager nos compatriotes à prendre leurs responsabilités. Et à s'engager. Et à s'engager, oui, bien sûr. Alors parlons donc de votre projet. Vous avez cité ceux qui, avec vous, sont dans cet engagement-là. Vous êtes 4, vous l'avez dit à l'origine. Vous avez également parlé du constat qui fonde votre initiative. Pourquoi ce nom de baptême Disso? L'initiative, parce que Disso, ça veut dire, dans la langue que nous avons en partage, l'œil, la sentinelle, la personne qui veille, la personne qui veille. Et je vais, pardon pour les autres, mais bon, on est 300, donc il faut bien qu'une langue soit parlée. Je parle de 300 tribus. Ok, c'est bon. Vous savez, cette expression, mais chez nous, elle veut dire veille, reste en éveil. Et elle est utilisée dans les cas où la situation risque de dégénérer de manière dramatique. Les périodes de gravité. Si on n'est pas en éveil. Donc pour moi, Disso, ça veut dire, c'est ce moment où nous devons être en éveil. Parce que si nous ratons l'opportunité de 2025, si cette année, nous n'influons pas de manière significative, de manière décisive sur le choix du leader suprême là, les conséquences seront des conséquences gravissimes et seront des conséquences pour un long temps. Voilà pourquoi est-ce que nous avons choisi, ou j'ai choisi, j'ai poussé pour ce nom. Et voilà pourquoi, puisque sentinelle, on peut le dire, watch out en anglais, chacun a compris et peut retrouver dans sa langue ou dans nos langues officielles l'équivalent et se sentir concerné par l'idée véhiculée derrière ce projet. Pourquoi est-ce que nous voulons agir nous-mêmes dans la supervision du scrutin? Parce que nous devons rester en éveil pour que le moment où nous allons enfin avoir une opportunité de rentrer véritablement dans le 21e siècle ne nous échappe pas. Est-ce que derrière cette impression de transparence recherchée, ne se cache-t-il pas des velléités, je veux dire, politiques, pour se dire au lendemain, on annoncera des résultats et si ça a la pertinence et la crédibilité nécessaire, ça peut influencer sur le comportement
des acteurs, des électeurs. Est-ce qu'il n'y a pas une idée... c'est pas caché, c'est l'idée avouée. Ah, d'accord. Idée de manipulation. Non, c'est pas de la manipulation, parce que la manipulation signifie que la vérité est comment dirais-je? N'est pas dite. Non, ou cachée ou bien travestie. Cherchez le mot travesti. Nous sommes en train de dire, en tant que sentinelle, nous dirons au monde ce qui se passe, ce qui s'est passé, parce que nous étions en éveil. Nous défendons la vérité. Nous partons de l'a priori que la vérité, c'est ce que tout le monde aime. Parce que même dans les cas comme ceux que nous avons démontrés, où en 2018, où il y a des fraudes, personne ne vient devant le Conseil constitutionnel dire oui, nous avons travesti les résultats, mais nous pensons que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde vient vous dire c'est la vérité. Donc nous sommes d'accord, nous voulons la vérité. Très bien. Si c'est la vérité qui est annoncée, personne ne pourra dire, de bonne ou de mauvaise foi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Tout le monde sera obligé de dire c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé au Sénégal en 2025. Si vous regardez l'histoire politique du Sénégal, 2 ou 3 ou 4 élections auparavant, personne n'avait gagné au premier tour. Cette fois-ci, nous avons un outsider. La communauté internationale ignore ce nom. Ceux dans la communauté nationale qui le connaissent savent que ce n'est pas le leader, ce n'est pas la figure sur laquelle l'organisation politique à laquelle il appartient apparaît. C'est un fait. Et pourtant, ce monsieur qui n'est pas un cacique, ni du régime, ni de l'opposition, ce monsieur qui n'est pas particulièrement connu comme la figure de proue de la formation politique qu'il porte, est élu au premier tour. Là où les caciques ont dû attendre 2 tours pour se déterminer. Qu'est-ce que cela vous dit? Quelle est la différence avec le passé? La société civile s'est investie pour superviser ce scrutin. La société civile c'est bon. c'est une initiative identique à celle que nous sommes en train de mettre en œuvre ici, DISO. S'est mobilisée, a eu des personnes, des observateurs répartis dans un échantillon représentatif de bureaux de vote, et dès le lendemain matin a dit, d'après nos observations, voici qui a gagné. Et ce monsieur a gagné dès le premier tour. C'était la vérité. Mais est-ce que c'est chez nous cette forme de conversion des politiques qui parfois sont cassés les dents dans le champ de la lutte vers la société civile? N'y a-t-il pas tromperie sur la marchandise? Est-ce que c'est pas de se dire alors ce qu'on n'a pas pu faire dans l'environnement en tant que politique, essayons d'aller dans la société civile qui c'est peut-être sous ce manteau, sous ce nouvel habillage, l'opinion, les citoyens, les électeurs vont nous suivre et alors, la voie sera toute tracée? Je serais plus nuancée. C'est-à-dire qu'en sur le principe, oui, je suis d'accord et j'assume parfaitement que si nous n'obtenons pas de progrès pour notre pays en tant que militants politiques d'un parti politique, nous nous remettions en question et nous cherchions une manière plus efficace d'obtenir le changement. L'objectif était d'obtenir un changement positif, d'obtenir alternance démocratique, progrès, qu'on sorte du marasme économique dans lequel nous sommes, que nous ayons un meilleur système éducatif, un système de santé qui nous permette d'espérer, quand on est, vivre un peu plus que les 56 ou 57 ans que nous avons aujourd'hui. Si ce n'est pas en rentrant dans un parti politique ou en créant un 354e, oui, je pense qu'il faut oser dire, essayons donc à travers la société civile. Ceci étant, je serai un peu plus nuancé. Pourquoi ? Quand je vous ai dit ce qui s'est passé au Sénégal, ma lecture de ce qui s'est passé en tout cas, je n'ai pas dit que le PASTEF, qui est leur formation politique, avait réparti des volontaires. Je vous ai dit la société civile. Il s'agit donc d'un partenariat. La société civile n'avait pas de candidat. La société civile n'avait pas de parti pris. Elle avait des observateurs. Elle a rendu compte, dans sa posture de neutralité, de ce que les électeurs sénégalais avaient décidé. Et le PASTEF a pu assumer la vérité telle qu'elle était révélée par un acteur neutre. La neutralité que nous n'avons pas obtenue de l'ECAM jusqu'ici et que nous pensons ne pas pouvoir obtenir quand on voit
qui sont les personnes qui sont désignées aujourd'hui pour diriger cette organisation et comment est-ce que les différents rapports d'autres acteurs de la société civile qui sont publiés disent qu'elle fait son travail. Donc, à partir du moment où les rôles sont clairs, je crois que, oui, une personne, un individu donné, comme moi, Michel Ndoki, peut dire « J'ai essayé, dans le cadre d'une formation politique, pendant longtemps, j'ai donné le meilleur de moi-même, je ne suis pas satisfaite des résultats, parce que le résultat que j'espérais n'est pas obtenu. Peut-être que je peux essayer différemment, et donc adopter un rôle différent. Et qu'à ce moment-là, je pourrais obtenir le résultat. Pourquoi est-ce que je le pense? Pourquoi je l'espère? Parce qu'ailleurs, j'ai vu des personnes qui avaient des pays où on a obtenu ce résultat. Effectivement, peut-être que dans ces pays-là, un militant politique n'est pas devenu acteur de la société civile, mais je ne crois pas que ce soit interdit. Si on trouve normal de passer d'un parti politique à un autre, je crois que c'est normal de passer du parti politique à la société civile. Oui, j'en suis sûre. Mais cela dit, pour revenir sur là, ce que nous avons en ce moment, est-ce que justement, le fait de changer de vêtements, simplement, y a-t-il pas... Courez-vous pas le risque d'obtenir les mêmes résultats? Est-ce que vous avez des instruments différents dans cette nouvelle méthode ou cette nouvelle approche de votre engagement dans la vie publique, dans la vie citoyenne? Oui, j'en ai d'autres. Et je vais vous dire lesquels. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour moi de dire « suivez telle direction ». D'accord. Il s'agit pour moi de dire « je viens vous voir parce que je crois que nous avons le même objectif ». Ok. J'ai une idée de ce que nous pourrions faire ensemble pour l'atteindre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. La démarche des électeurs que j'ai rencontrés, par exemple, j'ai rencontré plusieurs centaines de personnes entre l'extrême nord, le nord et l'Adamawa. Des groupes très divers. Des étudiants, des enseignants, des leaders de partis politiques, de différents partis politiques. Nous étions assis à 20, 30, 40, 2, 3, 4 partis politiques, d'organisations de la société civile, de corps enseignants, de gens, des citoyens lambda. Et nous étions en train de réfléchir ensemble de la manière dont nous allons nous organiser, sur la manière dont nous allons nous organiser pour superviser les élections dans cette région-là. Et chacun disait, voilà ce que moi je peux faire. Voilà comment est-ce que mon expérience passée, parce que j'ai déjà fait ça, m'a appris que voici les problèmes qui se posent. Et voilà comment on va les résoudre. Chacun vient pour lui, il ne vient pas pour moi. C'est la différence avec le parti politique. Dans le parti politique, celui qui vient pour le patron, qui veut devenir président de la République, qui veut devenir député, il vient pour soutenir une dynamique qui est une dynamique de parti politique. On va conquérir des sièges, on va conquérir le pouvoir. Dans le cadre de la société civile, de ce projet, entre autres, parce que notre organisation ne vise pas seulement à superviser les élections, celles-là ou d'autres. Mais dans le cadre de ce projet, nous nous rassemblons autour d'un objectif qui n'est pas mon objectif ou ton objectif, c'est le nôtre. Chacun de nous veut savoir s'il va choisir son président qui la majorité a désigné. Et donc, chacun vient avec ce qu'il est, ce qu'il peut, pour qu'on atteigne ensemble cet objectif commun. Okay. Alors, cela dit, vous avez parcouru pour l'instant uniquement le Septentrion. Oui, bon, j'ai été à l'ouest la semaine dernière, mais j'y ai pas encore passé beaucoup de temps. Ça vous a pris combien de temps, le Grand Nord? 5 semaines. Okay. Parce que vraiment, je prenais mon temps. C'est-à-dire que j'ai passé 2 semaines dans l'extrême nord. Je suis allée à Maroua, à Kaélé, à Tokombéré, à Yagua, à Mokolo. Je cherchais Mokolo. Et puis je suis allée à Pousse, donc en passant par Maga. Donc ça prend du temps, évidemment. Mais ça prend surtout le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se poser, de réfléchir sur soi-même, de connaître son pays et de connaître
ses compatriotes. Ce n'est pas seulement découvrir le paysage, mais de connaître les compatriotes, de comprendre où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils perçoivent ce pays, qu'est-ce que le mot camerounais veut dire pour eux, et quelle est la relation qu'ils ont au pouvoir, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur capacité à compter pour ce pays. Comment est-ce que l'on peut restaurer ce sentiment que nous sommes importants? Comment est-ce que le mot camerounais nous fait nous sentir dignes? Est-ce que nous pouvons récupérer notre dignité en tant que Camerounais? Donc, créer ce lien, discuter de ces questions fondamentales permet de donner du sens à un projet comme Disso. Et de dire il ne s'agit pas seulement d'adhérer à une initiative parce que Maître Ndoki est un leader charismatique, parce que chacun a son opinion là-dessus, n'est-ce pas? Absolument. Mais de dire je suis en train de participer à la construction de ma nation. Ok, c'est bon. Je suis en train de participer à restaurer le sentiment d'appartenance et d'unité nationale. Parce que ce que je fais à Pousse, quelqu'un est en train de le faire à Bafoussam. Et ce quelqu'un, c'est mon frère, c'est ma sœur. Vous voyez? À partir de là, 2 semaines, c'est pas trop. Et j'arrive au nord, j'arrive dans la Damawa et on recommence. On va jusqu'à Touroua, à la frontière nigériane. Et à Touroua, on va jusqu'à Bibemi. Et à Touroua, je me rends compte qu'on utilise plus le Naira que le franc CFA. Pourtant, c'est un territoire, c'est une partie du territoire camerounais. Du Cameroun. Et j'avais fait le même constat, ce n'est pas particulier à Touroua. Quand vous êtes à Isangélé, à Bakassi, on utilise le Naira. La plupart des marchandises que vous consommez viennent de l'eau, ça vient du Nigeria. Donc, ça m'oblige à m'interroger, je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure, ça m'oblige à m'interroger sur le sens que je donne à être un leader politique camerounais aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais de la réalité des Camerounais quand je suis assise si je suis... Vous ne l'aviez pas mieux intégré avant à l'époque? Non, parce que je ne savais pas. Je connaissais le Cameroun, je ne dis pas que c'est seulement là que j'ai commencé à me balader. J'étais déjà allée à Maroua, j'étais déjà allée à Ngaoundéré, je suis déjà allée dans... Je ne peux pas vous compter combien de villes dans ce pays, toutes les régions. Il n'y a pas une région dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds. Mais c'est une chose de venir 2 jours en mission ou 3 heures en réunion. C'en est une autre de vivre là pendant 15 jours. C'en est une autre de prendre le bus touristique classique et de passer 36 heures assises avec 70 personnes à partager leur quotidien, leur voyage. Hein? Donc, ça a informé d'une manière que je crois très significative ma vision de développement pour ce pays. Et ma vision des priorités. Je crois qu'il est une priorité pour notre pays aujourd'hui de restaurer ce sentiment d'appartenance et d'unité nationale. Le décrire ainsi avec autant de détails, voudrait-il en vous ressortir ce côté un peu manque des acteurs publics sur leur connaissance profonde des réalités du pays? C'est une évidence. La plupart des personnes avec qui j'ai discuté, c'est la première chose qu'ils vous disaient. Hein. Voilà qu'on arrive aux élections et tout d'un coup, tout le monde va venir passer là, s'arrêter au grand carrefour dans son grand 4x4. On aura placé des tentes, ils vont nous raconter tout un tas de choses et puis ils vont repartir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, à qui on est venu parler, oui, vote pour le changement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? De parfaits inconnus qui sont arrivés au carrefour, qui poussent des hurlements dans des haut-parleurs et qui rentrent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Vous pensez sérieusement que je peux, moi, m'engager pour les 7 années prochaines sur ce parfait inconnu? Ça n'est pas possible. D'accord. Vous, l'enjeu de votre initiative, c'est d'inscrire 10 000 personnes, 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais. À ce stade, c'est de
rassembler 10 000 volontaires. Parce que vous dites inscrire, ça donne l'impression qu'on parle de s'inscrire sur les listes électorales ou de voilà. C'est de rassembler 10 000 volontaires, oui. Pour vous suivre dans l'initiative. Pour que nous fassions ensemble la supervision du scrutin. Personne ne me suit. À ce stade, combien vous ont déjà réunis dans ce Alors, aujourd'hui, nous devons être... alors, on est présent dans 6 régions sur 10. J'étais en train, avant que l'émission ne commence, de demander les derniers chiffres parce que c'est quelque chose qui bouge tous les jours. Mais je pense que la dernière fois que j'ai vérifié, on était déjà à peu près 500 répartis dans les différentes régions. On a 500 volontaires. Oui. Et vous pensez pouvoir atteindre 10 000 d'ici les prochaines élections? Je pense que nous pourrons être 10 000 dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que le recrutement n'est pas centralisé. Il ne s'agit pas de Michel Ndoki qui recrute. Ce n'est pas moi qui ai réuni les 500, et peut-être même que je suis en dessous de la réalité. À l'extrême nord, à l'heure où je vous parle, il y a des dizaines de personnes qui sont en train de s'occuper de mobiliser, chacune là où elle est. C'est pareil au nord, c'est pareil au sud-ouest, c'est pareil dans le littoral. Ils organisent des réunions dont je ne suis pas informée. Donc oui, je crois que nous pouvons atteindre les objectifs. Nous avons eu une réunion avec les cofondateurs la semaine dernière où nous avons décidé, pour en être sûrs, de nous répartir la mobilisation, l'animation des régions. Chacun d'entre nous va se focaliser sur quelques régions, 2 ou 3 par personne, pour que nous soyons en mesure d'encourager, de guider, de partager des idées, de partager des expériences des autres régions où les gens progressent plus rapidement et nous assurer que cet objectif sera atteint. Ceci étant, si vous voulez manger un éléphant, vous posez l'éléphant devant vous, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas y arriver. Dès que vous commencez à le découper en petits morceaux, c'est différent. Quand on dit à l'extrême nord, par exemple, l'objectif ici, c'est d'avoir 1500 personnes. C'est plus du tout un objectif de 10 000. D'accord. Donc, ça vous permet, quand vous répartissez 10 000 en 10 régions, et ce n'est pas réparti de manière uniforme, c'est une chose aussi que je peux signaler, nous répartissons les volontaires en fonction du poids électoral, j'ai envie de dire, de chaque région. Vous avez plus de 4500 bureaux de vote dans l'extrême nord, vous en avez moins de 2000 dans la Damawa. Donc les objectifs dans la Damawa ne sont pas les mêmes que dans le... Et on peut dire la même chose, l'Est et le Sud, par exemple, ont beaucoup moins de bureaux de vote que le littoral et le centre. Ce qui veut dire que, oui, on peut arriver à 10 000 beaucoup plus rapidement, parce que c'est beaucoup plus facile de recruter 2000 personnes à Douala que de recruter 500 personnes à Bertoua. Heureusement, on n'a pas besoin de recruter 2000 à Bertoua. Alors, comment fonctionne concrètement votre organisation donc j'ai failli dire au quotidien, c'est dans la structuration, dans le... Vous ne voulez pas que je dise enrôlement, mais pour attirer tous ces volontaires qui, évidemment, s'associent à votre projet, comment concrètement tout cela est-il organisé? Alors, nous avons des réunions régulières entre eux. Donc, c'est une organisation, j'ai presque envie de dire fédérale. C'est-à-dire que vous avez des organisations, je vais vous dire pourquoi. Vous avez retrouvé le fédéralisme de la société civile. Exactement. Je vais vous dire pourquoi, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que, et peut-être que c'est de la déformation politique. Voilà, exactement. Parce que chaque région fonctionne de manière autonome. On ne vous demande pas, on ne nous demande pas au niveau central la permission avant d'organiser une réunion ou des orientations avant de déployer une stratégie de mobilisation. Notre rôle était de faire comprendre et de nous assurer que nos points focaux dans cette région s'approprient l'objectif commun. Et c'est d'aider à dire, en ce qui concerne votre région, voici quel est l'objectif. Vous avez besoin
de 800 volontaires répartis dans les 4 départements en fonction du poids électoral de chaque département. D'accord. Une fois qu'ils ont compris ça, ils font. Voilà comment on fonctionne. Et ils font, et ils décident entre eux qui est l'équipe de coordination, qui s'occupe de communication, qui c'est qui fait des vidéos. Vous, au niveau central, vous attendez les résultats. Exactement. Et nous revenons vers eux pour voir comment ils progressent, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, quelles sont leurs difficultés. Maintenant, au niveau central, nous devons être au clair sur la répartition dans les différentes régions des volontaires et nous nous focalisons sur l'accompagnement en termes de coordination parce que quand ils seront déployés sur le terrain, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont observé à une équipe de coordination. Donc nous devons monter et nous avons donc une équipe de coordination. Et puis ils doivent envoyer les informations vers un outil technique. Donc nous sommes en discussion et en collaboration avec l'équipe technique qui va monter l'outil, le serveur, je ne connais pas tous les mots, mais l'outil technique c'est bon. Les informations et qui va les retraiter et donner à l'équipe de communication. Il y a donc un volet communication pour que cette équipe de communication puisse, le moment venu, rendre compte de l'évolution des résultats des collectes sur le terrain. Tout cela sera mis en dispositif avant les prochaines échéances. L'équipe, la personne qui s'occupe de l'outil technologique est déjà en train de travailler. L'équipe de coordination est connue, oui, bien sûr. Alors, tout cela a un coût. Oui, tout cela a un coût. Ça se finance comment? Par la volonté des personnes concernées. Okay. Je reprends les exemples concrets. Les déplacements au nord sont financés pour aller mobiliser. Les coups de fil pour dire voilà j'ai besoin de toi sont financés par les personnes sur place. L'équipement informatique, l'outil technologique est financé en partie par celui qui s'est porté volontaire pour le travailler et puis en partie par d'autres volontaires qui disent, moi je suis un Camerounais, par exemple de la diaspora, il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Je pense que c'est un projet porteur. Je vais prendre en charge ceci. Quand on organise une conférence de presse, on se met, chacun met la main à la pâte, telle personne dit, voilà, j'envoie tant pour le déplacement. Quand je suis partie, en tournée là pendant tout ce temps, les gens ont mis la main à la poche, écoute je t'envoie 200 000 francs, ça va aider pour le transport, ça va aider pour l'hébergement et puis voilà. Alors sur le plan administratif, êtes-vous correct? Très à l'aise. Sous-préfecture, préfecture, tout le monde très à l'aise. Vous avez un numéro. Quand je suis arrivée à Yaoundé, je suis allée me présenter au gouverneur en disant voilà, monsieur le gouverneur, bonjour. Je suis venue ici parce que je travaille sur un projet pour notre patrie et je tenais à signaler ma présence. Il m'a félicité, béni, et puis voilà, nous nous sommes séparés. Donc, il n'y a aucun risque d'interdiction? Vous n'avez pas connu ça tout le long de votre... Bien sûr qu'il y a des risques d'interdiction, que croyez-vous? Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas embarrassé par les autorités au quotidien ou alors tous ceux qui travaillent avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas de restriction ou d'interdiction de déploiement? C'est bien que vous me posiez la question, parce que je voudrais saluer les autorités concernées. Dans le Nord, on a eu quelques soucis. D'accord. Après que nous soyons passés... Alors, nous faisons les choses en conformité avec la loi. Par exemple, on va vous dire, c'est l'épouvantail agité régulièrement. On va vous dire, si vous voulez faire une manifestation publique, il faut la déclarer. Je suis avocat, j'ai déjà lu la loi un certain nombre de fois, je sais ce que c'est qu'une manifestation publique. Si je m'en vais, moi, Michel Ndoki, sur invitation, rencontrer monsieur Amadou chez lui, c'est pas une réunion publique, c'est pas une manifestation publique, j'ai rien à déclarer. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous direz également que faire venir des gens chez vous, ouvrir votre domicile privé au public, pourrait traduire un événement, puisqu'il est ouvert au public. Et non, justement, il n'est pas ouvert au public. Pourquoi est-ce qu'on dit ouvert au public? D'abord, la manifestation publique, c'est sur un lieu public. Okay. Il faut faire attention. C'est quand c'est un lieu public. D'accord. D'accord.
Si c'est dans un lieu public, c'est une réunion publique. La loi ne dit pas que les réunions publiques doivent être déclarées. 1. 2. Parce que la seule raison pour laquelle on demande de déclarer les manifestations publiques, c'est parce que vous utilisez l'espace public. Et que comme cet espace ne vous appartient pas, les autorités administratives doivent vérifier que vous l'utilisiez d'une manière qui ne perturbe pas les autres. C'est l'essence de la loi. On a tendance à l'oublier. Nous ne sommes pas dans un état policier, même au dire des policiers. Personne ne peut dire « je veux savoir » quand les gens se réunissent sur le territoire camerounais, pourquoi ils se réunissent et qu'est-ce qu'ils se disent. C'est interdit par la Constitution. Maintenant, je reviens à l'exemple que vous venez de donner. Ce n'est pas une invitation au public, parce que j'invite des personnes nommément désignées que j'ai appelées au téléphone. Si vous organisez le baptême de votre enfant, vous pouvez ne pas connaître tous ceux qui sont là. Ce n'est pas une réunion publique. Vous avez appelé des personnes précises chez vous. Et la Constitution vous autorise à faire ça comme vous voulez. Et la Constitution interdit au préfet, au sous-préfet, au commissaire spécial de venir vous dire, de lui expliquer si vous avez reçu des gens, qu'est-ce que vous vous êtes dit. Il n'a pas le droit de vous poser cette question. Il a le droit de lancer une enquête s'il a des raisons objectives et des preuves à l'appui de soupçonner que vous vous livrez à une activité illégale. Ce n'est pas ce qui s'est passé jusqu'ici, mais nous avons eu des problèmes au nord. Parce que quand je suis partie de chez des personnes qui m'avaient donc reçu dans le cadre d'une réunion privée, ils ont été appelés, ils ont été convoqués à la préfecture et ils ont été menacés. Vous organisez des réunions pour parler de choses qui sont hostiles à la patrie avec des personnes qui potentiellement... Vous êtes habitué à ce vocabulaire. Et je vous le demande, pourquoi? Ça n'atteint pas l'objectif poursuivi que je soupçonne. Je ne fais que soupçonner, je ne peux pas être ailleurs que dans le soupçon, je ne suis pas dans vos esprits. Le soupçon, c'est qu'on essaye de gêner quelque chose qui potentiellement mettrait en danger le régime. Mais en faisant cela, on crée de la frustration parce que tout le monde voit bien que vous êtes en train de violer des droits constitutionnels et vous faites des choses que personne ne vous a demandé, que peut-être personne ne veut, y compris les personnes à qui on essaierait éventuellement de faire plaisir. Pourquoi? Et puis fondamentalement, que faisons-nous? Nous voulons protéger la transparence électorale, nous voulons protéger un processus que nous estimons sacré, le processus de choix de notre leader. Et nous voulons que le prochain leader soit le résultat de la volonté bien éclairée des Camerounais. Quel est le préfet, le sous-préfet, le policier, le gendarme, le procureur qui ne veut pas ça? Alors, 10 cet œil, ces yeux, sont-ils véritablement indépendants ou politiquement orientés? La seule politique qui nous oriente, c'est la volonté de voir triompher la vérité. Si la question est, est-ce que nous avons un leader de préférence parmi les candidats déclarés ou pas encore déclarés, est-ce qu'il y en a un qui a notre faveur? La réponse est non. Nous avons décidé d'observer une attitude de neutralité parce que pour nous, c'est le gage de la confiance de l'ensemble de la nation camerounaise dans ce que nous sommes en train de faire. Tous les Camerounais doivent voir dans cette initiative un espace impartial dans lequel ils puissent se reconnaître. Même si, entre eux, ils ont des positions diamétralement opposées. Un militant du RDPC, un militant du PCRN, un militant du Parti Univers doit être à l'aise avec le projet d'ISO, même s'ils ne sont pas à l'aise entre eux. Ce que je dis
souvent aux personnes avec lesquelles je discute dans le cadre de ce projet, c'est si les partis politiques ont du mal à s'unir, montrons-leur que la société civile, elle sait comment on fait. Voilà. Alors, cela dit, la publication des tendances en période électorale est encadrée. Elle est encadrée. Alors, l'enjeu pour vous, c'est de donner les résultats dès la clôture, si possible, et des bureaux de vote. N'y a-t-il pas une ligne rouge, une limite que vous empiétez, ou alors sur laquelle vous allez très facilement plonger au risque de vous voir taper dessus? Alors, parlons des règles claires. D'accord. Parce que vous savez, comme moi, que nous sommes dans un environnement où on parle souvent de l'autorité et pas de la règle. Alors que ce sont deux choses différentes. Quelle est la loi qui dit « Je suis observateur dans un bureau de vote dans cette qualité, j'ai observé et j'ai dit ce que j'avais vu. Ça, c'est illégal. » Il n'en existe pas. Que dit la loi? Le dépouillement du scrutin a lieu en présence des électeurs. Ça veut dire que si je suis électeur et que je suis allé observer le dépouillement, j'exerce une prérogative que me donne la loi. Dans votre bureau de vote ou dans votre circonscription. Voilà. Donc, nous nous appuyons sur ça pour dire il y aura au moins 10 000 personnes devant un bureau de vote ce jour-là. Nous avons décidé simplement de nous organiser pour partager entre nous le résultat de nos observations. Après, l'équipe de coordination dit « Ok, j'ai des informations fiables, documentées. » Il me dit ce qui s'est passé dans 10 000 bureaux de vote répartis sur le territoire camerounais. Je veux en parler à un journaliste. Quelle est la loi que je viole? On peut me reprocher d'avoir dit quelque chose de faux. On ira au tribunal et je montrerai ce qui me fait dire que ce n'est pas faux. Et à partir du moment où je peux prouver que je disais de bonne foi quelque chose, que j'avais de bonnes raisons de croire vrai, je ne peux pas être poursuivi pour propagation de fausses nouvelles. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition donc spéciale depuis nos salons de production. Vous pouvez donc vous abonner, liker et nous soutenir pour que sur notre chaîne donc sociopolitique de l'un des créateurs donc, de contenu. Vous voyez donc comment tous nos organisateurs qui nous ont donc permis à vous fournir donc cette vidéo qui parlait donc de la politique. Madame et monsieur, je pense donc que bonsoir à tous et bienvenue pour cette prochaine 20h si vous voulez donc très bien.